Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kaléidoscope, une édition entièrement improvisée. Enfin, pas par moi, j'ai mes fiches, mais pour mon invité, mais ça ne devrait pas lui poser de problème parce que dans le monde de l'improvisation théâtrale, c'est une référence. J'ai le plaisir en effet d'accueillir sur ce plateau Sébastien Micmacher, bonjour. Bonjour Philippe Rioux. Directeur artistique du collectif La Lucarne. Ouais, c'est ça. Alors justement, l'improvisation théâtrale, c'est quoi? C'est un don en fait? L'improvisation théâtrale, non, c'est pas un don. Ou alors si c'est un don, tout le monde l'a, parce qu'en fait, la vie est une longue improvisation. Hein. Voilà. L'improvisation, c'est des gammes qui s'apprennent, des outils qui s'apprennent, un savoir-faire, une discipline artistique, voilà, où tout le monde est capable de s'exprimer en improvisation. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas des capacités particulières, je ne sais pas moi, avoir un peu d'assurance, avoir de la mémoire, avoir ce genre de choses? Non, c'est des choses qui se travaillent, tout ça. Ouais. Plutôt que de la mémoire, il s'agit d'être perméable, attentif à ce qui se passe, d'accepter d'être influencé par l'environnement et par tout ce qui se passe. Pour ce qui est de l'aisance, ça se travaille, c'est pareil. Et puis la timidité, par exemple, peut être une excellente qualité pour un improvisateur. Tout est bon en impro. Ce qui est génial, c'est qu'en improvisation, tu viens comme tu es, et ce que tu as à proposer est forcément intéressant. D'accord. Je continue avec les portes ouvertes. Il n'y a pas des âges ou je sais pas, des milieux socioculturels plus propices à pratiquer? Non, justement, non. C'est pour vraiment s'exprimer bien en impro, c'est bien d'avoir un petit peu grandi, Ouais. mais on peut déjà faire de l'initiation à l'impro et des choses sympathiques avec des petits, il n'y a pas de problème. On en reparlera effectivement. Alors, en recherchant un peu pour préparer cette émission, je suis tombé sur le Chaos Théâtre, les dresseurs de poules, les hurloberlus. C'est quoi de ça? C'est des concurrents ou alors c'est une grande famille? Alors c'est une grande famille, une en grande fait, famille. c'est des troupes qu'on a fondées dans différents endroits. D'accord. Donc les dresseurs de poules, c'est Issoudun. Les hurloberlus, c'était au départ Bourges et Issoudun, et puis finalement ça s'est recentré ici. Et le Chaos Théâtre, c'est Châteauroux. Et cette année, de toute façon, on a fusionné les trois troupes afin de créer un collectif plus important. Donc on se retrouve avec 12 ou 15 acteurs dans cette troupe et de pouvoir développer des nouvelles impros, différents projets, des nouvelles choses. Donc certains vont préparer des impros à 2 ou 3 personnes. On va faire des spectacles aussi à 15. Voilà, ça nous donne un truc avec un vivier. Parce que depuis plusieurs années, on travaille ensemble, bien sûr, ces troupes-là. Ouais. Et chaque troupe avait ses spécificités. Et du coup, maintenant, ils se rencontrent tous. Ils ont tous les apports à mettre dans le pot commun. Et on va bien s'amuser et on va découvrir des nouvelles choses surtout. Alors, la Lucarne, ça existe toujours? Ça s'articule comment avec tout ça? En fait, la Lucarne, c'est le collectif qui est à l'origine, qui a été fondé en 2004. Et de ces collectifs, en fait, de cette troupe de départ, sont nées différentes petites troupes en fonction des disponibilités des gens, des envies, des sensibilités, etc. Et puis là, on les remet ensemble cette année. Et puis, les identités continuent à exister. D'accord, ouais. Donc, si les hurloberlus ont envie de faire un truc à un moment, ils pourront faire un truc à un moment, etc. Mais on travaille tous ensemble, on se retrouve tous ensemble. Il y a quand même des différences dans l'approche de l'improvisation chez chacun? Il y a une infinité d'approches dans l'improvisation. Il y a l'improvisation la plus connue que nous, on a un petit peu arrêté de pratiquer parce qu'on en a eu un petit peu marre, c'était le match d'improvisation, qui est très marrant. De ça, on est passé à ce qu'on appelle le cabaret d'impro. Donc, c'est des formats courts où il y a un joker, un animateur, en fait, qui fait l'interface avec le public. Et puis, on est en train de plus en plus d'aller vers de l'improvisation à l'américaine de l'école de l'école Chicago et New York. C'est-à-dire que là, c'est des impros très libres où on peut avoir, par exemple, un mot au départ et on part sur un spectacle d'1h30 où tout est possible, avec un mot de départ. Et donc, ça peut être des pièces longues improvisées. On va en proposer encore cette année. On en a créé 3 l'année dernière. Donc, l'enterrement, bye-bye et entre là, je t'épargne les détails. En fait, il y a un canevas. Enfin, il n'y a pas un canevas. Il y a une circonstance. On sait que, par exemple, c'est un enterrement. C'est une pièce pour 5 acteurs. Et toutes les choses qui se passent à l'intérieur de ça sont complètement changées. Donc, ça, c'est des pièces longues improvisées. Et après, il y a les formats longs. Donc, ça qui est typiquement américain, où ça peut partir dans l'onirique, le poétique, la musique, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ça qu'on va essayer de proposer plus cette année. Par contre, par définition, vous ne pouvez jamais faire 2 fois le même spectacle? Ah bah non. C'est ça? Bah non, c'est ça qui est bien. C'est un coup unique, hein. Quand on y va, il ne faut pas le rater, quoi. Exactement. D'accord. Chaque spectacle est unique, n'a jamais eu lieu, n'aura plus jamais lieu. Et ça va dépendre de comment se sentent les acteurs, de beaucoup de ce qui se passe avec le public, de l'ambiance, du lieu. Voilà, c'est ça qu'on aime en fait. C'est pas un peu frustrant parce qu'on se dit, oh purée, ça a été génial, là, ça va marcher. C'est dommage qu'il n'y en ait pas de traces, quoi. Non, c'est un peu comme en jazz, si tu veux. Ouais. Voilà, tu as des moments de grâce, c'est super. Ouais. Et un principe très important en impro, c'est de jouer sans nostalgie. C'est-à-dire que ce qui doit se jouer ici et maintenant se joue ici et maintenant. Et ensuite, ce sera un autre moment, ce sera autre chose. Du passé, faisons table rase. Exactement. D'accord. Alors, ça apporte ou ça peut apporter quoi, l'improvisation théâtrale, en fait? Alors, on essaye de ne pas trop en parler. Enfin, on a une partie de l'association qui est dans la formation professionnelle, etc., où là, on se sert aussi des outils de l'impro
pour apporter des choses, Coaching, mais en ouais. gros, dans le coaching, Ouais. etc. Mais en gros, l'improvisation, c'est fait pour ne rien apporter, juste pour exister. Mhm. Il s'avère que, comme effet secondaire, les gens nous disent « je gagne beaucoup en confiance en moi Ouais. et un truc qui est fondamental, qui, moi, me semble la notion la plus importante à travailler, même tout au long de la vie, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en faisant de l'improvisation, on se rend compte qu'on écoute de plus en plus les gens avec lesquels on parle, qu'on s'écoute aussi plus nous-mêmes, qu'on est plus sensible à tout ce qui se passe. Il y a un petit côté méditation en mouvement, quoi. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe et d'être attentif. L'écoute, c'est la clé. Hein. Et l'écoute, c'est la clé. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont souvent peur de ne pas avoir d'idée en impro. En disant, j'ai pas Ah la oui, chat, je oui, sais c'est pas ça, quoi, oui. ce que je veux. Écoute et réagis à ce qui se passe. Et ça, on a beaucoup de retours là-dessus. En se disant, c'est génial, maintenant, je perds beaucoup moins de moyens juste parce que, non pas je suis plus sûr de moi, mais parce que j'écoute plus que les autres. Mhm. Et parfois, une petite frustration en disant, dis donc, c'est quand même dommage que les gens ne s'écoutent pas plus. C'est sûr. Mais bon. Alors, vous intervenez dans de multiples domaines, hein, d'après ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on a tout un volet artistique. Ouais. Dans le volet artistique, il y a la formation artistique avec les ateliers à tout public, des ateliers amateurs, des ateliers plus professionnels. On crée aussi des spectacles. On va essayer d'en proposer de plus, donc ça plus en mode professionnel, des spectacles qu'on vend. Et puis, on a une partie formation individuelle, Ouais. donc, parce qu'on a aussi des formateurs on est un organisme de formation professionnelle. Oui, Donc, accrédité. voilà, donc pour ce qui est l'expression, etc., on fait aussi du coaching d'équipe dans les entreprises, Ouais. confiance en soi, gestion du stress, etc. Éducation nationale aussi. Alors après, voilà, Ouais. éducation nationale, on fait la formation des délégués à un niveau régional ou départemental. On fait aussi beaucoup de gestion de conflits dans les établissements. On s'occupe aussi d'élèves dits en difficulté, c'est-à-dire qui ne sont juste pas parfaitement dans le système scolaire, mais qui ont des milliards d'autres qualités, et on va les aider à les exprimer, donc on se régale. On travaille beaucoup aussi avec des organismes d'intégration dans le milieu du travail. Donc on travaille beaucoup avec la mission locale depuis des années, c'est un super partenariat, on fait des coachings vers l'emploi, on fait parfois des spectacles et tout, on vit des choses extraordinaires. Enfin, voilà, on est... D'accord, touche à tout. Tout ça, voilà, on est touche à tout parce que tout ça est passionnant en fait. Bien sûr. Alors, c'est parti pour une nouvelle saison, elle est déjà un peu entamée d'ailleurs. Une saison où vous êtes un peu victime de votre succès, là, parce qu'il a fallu réduire les effectifs, là, d'après ce que j'ai compris. Ouais. C'était voilà, l'année dernière magnifique, on a eu plein de demandes. Et pour essayer de garder la qualité de l'enseignement, on a quand même dû réduire un petit peu le nombre de personnes. Vous n'êtes pas assez finalement? On n'est pas assez, non, mais c'est dans les projets. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien à terme pouvoir collaborer avec d'autres improvisateurs professionnels qui permettent de proposer d'autres formations. Parce qu'il y a tellement de variétés dans l'impro. Moi, j'ai la chance de bosser aussi avec des improvisateurs, d'aller me former avec des improvisateurs de stature internationale ou quoi. Et je vois qu'il y a une infinité de choses. Ils sont tous très différents et tous passionnants. Et je demanderais que ça, effectivement, que la Lucarne puisse proposer des enseignements encore plus variés. Peut-être que c'est ce qui va se faire par la suite. D'accord. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, ça s'inscrit dans tous les âges. Hein. Vous adressez à tout le monde. Hein. On a arrêté les plus jeunes parce qu'on n'a plus le temps. Ouais. Donc voilà, ça commence aux ados. Ados. Jeunes ados vers 12 ans. Quoi. Ouais. Voilà. Et puis ça va après jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge. Il nous reste un peu de place pour les ados de 15 à 17. Sur Issoudun. Sur Issoudun. Il nous reste 3-4 places. Ouais. Ah, oula, Ouais. Oui, va pas falloir tarder. Hein. Une petite question naïve, comment on apprend l'improvisation théâtrale? Il y a des exercices, enfin, en cherchant un peu, j'ai vu par exemple le jeu du miroir, ça fait partie des choses ça que vous utilisez? Ouais, alors le jeu du miroir, on parlait de l'écoute tout à l'heure, donc c'est pas que l'écoute avec l'oreille, c'est l'écoute comme concept, on écoute une écoute intégrale. Et le jeu du miroir, c'est un exemple parfait d'improvisation, c'est-à-dire là, si on est face à face, si tu commences à bouger, essaie de commencer à bouger pas trop vite, voilà, je vais essayer de continuer, je vais essayer de tout faire en même temps que toi. Donc là, ça va m'obliger à être complètement... C'est énervant, n'est-ce pas? Complètement connecté à toi. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, si toi, tu fais la même chose avec moi, on va s'imiter l'un l'autre et on va créer une dynamique où en fait, on ne sait plus qui a amorcé le mouvement et on va être en train de créer un truc à deux juste parce qu'on s'écoute et qu'on se suit. Et ça, c'est un jeu qu'on peut faire avec déjà les tout petits. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est pas que de l'impro, hein, c'est un grand classique de l'enseignement théâtral. C'est-à-dire que l'impro théâtrale, c'est pas que le langage, alors en fait. Ah non. Enfin, c'est tous les langages. C'est pas que le langage verbal. Le langage corporel aussi. C'est beaucoup de non-verbal et de paraverbal, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, il y a des très bonnes impros sans un mot. Hein. C'est une des choses. Là, du coup, je suis pas un bon exemple parce que je parle beaucoup et je parle vite pour essayer de préciser tous les trucs qu'on a à dire. Mais en improvisation, c'est un des trucs sur lesquels on travaille beaucoup. Prends le temps, parle moins. Et il y a beaucoup de choses super intéressantes qui se passent dans les silences. Souvent, les choses les plus intéressantes se passent dans les silences. Bon, on l'avait un petit peu évoqué, mais concrètement, les projets, là, il y en a? Non, Alors, les projets, on a la chance d'être bien soutenus déjà par les institutions régionales et locales. Et on a un super partenariat avec le PCCI, donc l'organisme culturel d'Issoudun. Donc, on va continuer ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire des spectacles réguliers, gratuits,
Et là, on est content, vous les faire découvrir l'improvisation dans la région. Ça a fonctionné parce que sur ces spectacles, on avait des jauges entre 80 et 200 personnes. On a fait un grand week-end d'impro, une espèce de week-end marathon en fin d'année où on a eu 400 personnes qui sont passées. Donc, on va continuer ça, parce que c'est génial de voir les gens qui se déplacent pour voir de l'impro. Donc, on va continuer de faire peut-être tous les 2 mois, on va voir des spectacles gratuits à Issoudun, au centre des congrès a priori, peut-être à la boîte à musique. On verra ça, on est en train de caler ça avec la ville. Super. Sébastien, merci beaucoup d'être venu nous présenter ces ateliers. Alors, vous voyez, l'improvisation théâtrale, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Ça, c'est nul en improvisation. Mais enfin, allez faire un tour quand même, ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour poursuivre cette émission, moi, je vous propose de découvrir un cabinet de curiosité. C'est le Palais Jacques-Cœur à Bourges. Ça a été traité par Laurent Mabette, qui a été quand même très inspiré par la curiosité. Regardez plutôt. Nous nous trouvons au Palais Jacques-Cœur à Bourges. Nous allons présenter au public une nouvelle exposition qui s'intitule Les Chambres des Merveilles. Alors, les Chambres des Merveilles, en fait, c'est le premier nom des cabinets de curiosité que l'on connaît, qui sont le principe d'accumulation d'objets dans des meubles. C'est une notion qui est apparue au XVIe siècle, principalement en Allemagne. Et nous avons voulu évoquer ces cabinets de curiosité qui ont été très à la mode jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, qui reviennent à la mode depuis peu, puisqu'on voit beaucoup de cabinets de curiosité chez les artistes contemporains. Donc cette approche du cabinet de curiosité ici passe par des évocations un peu politiques, on va dire, qui ont été faites avec différents artistes. Nous explorons plusieurs thèmes qui couvrent, on va dire, tous les aspects des cabinets de curiosité. Ici, nous nous trouvons dans le cabinet des curiosités proprement dit. C'est un cabinet un peu étrange, on pourrait presque dire hanté. Vous entendez ces sons. Alors les créateurs de ce cabinet, en fait, se sont inspirés de l'univers d'Harry Potter. On le reconnaît à travers la musique, notamment. Pourquoi? Parce que les films d'Harry Potter au cinéma ont montré des reconstitutions de cabinets de curiosité dans les décors. Alors évidemment, c'est quelque chose d'assez discret, mais si on regarde bien, on redécouvre ce même univers. Par exemple, une momie, pourquoi? À l'époque des cabinets de curiosité des princes et plus tard des collectionneurs amateurs, avoir une momie était quelque chose de très important, c'était un signe de prestige puisque la momie est très rare à trouver. Donc en avoir une entière ou bien un morceau, bien entendu, était important pour eux. Nous nous trouvons ici dans la chambre des lointains, qui est en fait une évocation des premières découvertes des explorateurs qui vont ramener du Nouveau Monde, puisqu'il est découvert bien entendu avec Christophe Colomb, toutes ces curiosités, ces richesses, ces objets un peu rares et précieux qui sont précisément à l'origine des Chambres des Merveilles. Alors bien entendu, la caravelle peut-être de Christophe Colomb, qui est évoquée ici sous une forme miniature, les voyages de Jacques Cœur, bien entendu, sans doute à l'époque, ont contribué à ramener toutes sortes de trésors que nous évoquons ici de manière un peu ludique à travers des malles en bois, qui sont les malles de voyageurs. Donc c'est vraiment en fait le nouveau monde qui va donner naissance aux Chambres des Merveilles, mais aussi, on l'oublie un petit peu trop souvent, la redécouverte de l'Antiquité, surtout en Italie. Donc c'est cette cohabitation, on va dire, des produits exotiques et de l'ancien, de ces œuvres qui nous viennent du passé, qui vont être à l'origine de ces collections fabuleuses. L'exposition a un aspect ludique volontairement, puisqu'on s'adresse aux familles. D'ailleurs, dans ce cadre-là, il va y avoir des ateliers pour les enfants pour qu'ils créent leur propre cabinet de curiosité. Bien entendu, on peut dire aussi qu'il y a eu autant de cabinets qu'il y a de collectionneurs. La collection n'est que le prolongement de celui qui a ces objets. C'est un reflet de sa personnalité. On dit d'ailleurs que le cabinet, c'est un miroir de soi et un miroir du monde en même temps. Donc bien entendu, il n'y a pas de reconstitution absolue du cabinet de curiosité. On y met une part de son imaginaire, une grande part de son enfance, puisqu'on a tous rassemblé des objets quand on était petit, et même après d'ailleurs.
On s'y intéresse tout simplement parce que peut-être que l'époque a besoin de ce merveilleux que proposaient les chambres des merveilles, même si c'était par le passé, cela nous touche toujours aujourd'hui, je pense.